Bienvenue à cet épisode des ingénieurs pédagogiques. Je vous présente nos ingénieurs pédagogiques. On a professeur Éric Dionne de l'Université d'Ottawa. Bonjour Éric. Oui, salut Martin. Et puis on a enseignant à l'élémentaire ou à l'intermédiaire, M. Alex Audet. Salut Alex. Salut Martin. Donc, on est ici aujourd'hui en tant qu'ingénieur pédagogique avec une mission, en fait. C'est la même mission qu'on répète à tous les épisodes. Cette mission-là, c'est de créer un pont entre la recherche et la pratique en éducation. Donc, ici, on veut influencer nos enseignants avec un peu de recherche, puis on veut influencer peut-être la recherche avec du pratico-pratique, des expériences en salle de classe. Donc, aujourd'hui, on a un article qui a été suggéré par Alex. Veux-tu nous présenter un peu ton article, Alex? Oui, c'est un article que j'avais tombé là-dessus l'hiver passé. Je ne sais pas comment, sans doute sur les médias sociaux. Ça s'appelle « Measuring Actual Learning versus Feeling of Learning in Response to Being Actively Engaged in the Classroom ». C'est des chercheurs de l'Université Harvard. En fait, c'est même pas le département d'éducation de l'Université Harvard, c'est un prof du département de physique, un autre prof du département de chimie, puis des profs du département de engineering. Donc, qui ont fait cette étude-là. Et c'est un article qui est contrairement à certains articles qu'on vous présente des fois, celle-là est disponible en ligne gratuitement. Donc, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement ou rien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cet article-là? C'est que, en gros, les auteurs ont fait une étude dans leur cours de physique à Harvard, un cours de physique, d'introduction à la physique. Et là, ils ont fait un cours magistral, normal, puis ensuite, ils ont fait un cours où est-ce que les élèves étaient plus en action. Et à la fin de chacun de ces cours-là, ils ont mesuré comment est-ce qu'ils appellent ça? Le feeling of learning. Donc, comment est-ce que tu penses que tu as appris dans ce cours-là? Est-ce que tu penses que tu as beaucoup appris, pas beaucoup appris? Et ensuite, on leur faisait passer un petit test de connaissance pour voir qu'est-ce que vraiment ils avaient appris. Bien, les résultats sont que lorsque les élèves sont en action, ils apprennent beaucoup plus. Et ça, c'est pas une nouvelle. Il y a beaucoup d'études qui ont déjà dit ça. Mais là où ce que ça devient intéressant, c'est que tous les élèves qui étaient dans le cours magistral, où est-ce qu'ils n'étaient pas vraiment en action, c'était le prof en avant qui expliquait les problèmes, qui faisait un petit peu tout, les élèves avaient l'impression d'apprendre beaucoup plus dans un cours magistral. Mais en fait, lorsqu'on allait à leurs résultats, leurs tests de connaissances après, on voyait qu'ils avaient appris beaucoup moins que ceux qui avaient été dans le cours actif. Je ne sais pas si je l'explique bien, là, si je suis clair. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, on pourra peut-être mettre les graphiques, on pourra insérer les graphiques pour que les gens voient bien. Je pense que les graphiques de la page 3 et 4 là, sont assez éloquents à ce sujet-là. Qui montrent la différence, justement, mais je vais te laisser continuer, Alex, là, mais sur justement l'apprentissage et puis la perception d'apprentissage chez les étudiants, puis les implications que ça peut avoir autant pour les étudiants que les profs aussi, là, parce que c'est quelque chose souvent qu'on entend quand on veut introduire une nouvelle forme de pédagogie ou en tout cas aller dans quelque chose qui est différent. Moi, j'ai un collègue à l'Université du Québec à Montréal, Patrice Potvin, qui est en didactique des sciences, qui disait d'une certaine époque, au départ, en fait, on produit de l'incompétence parce qu'on est en train justement de changer, puis on apprend, puis on fait des erreurs, et puis donc il faut accepter qu'au début, on va être moins bon. Mais c'est pas tout à fait la même idée là, qui est présentée par les auteurs, mais je vais te laisser poursuivre, mais il y a cette perception-là qu'on peut avoir les étudiants d'être confortables, disons, dans une pédagogie justement qui est plus transmissive, qui est plus correspond plus en fait à ce qu'ils ont déjà vécu comme étudiants. Donc là, les auteurs ont commencé leur article en disant, bon, on sait tous que lorsque l'élève est actif dans son apprentissage,
qui apprend plus et surtout que c'est un apprentissage en profondeur, un apprentissage qui va rester plus longtemps et qui va être plus utile, si on veut. Puis là, les auteurs citent quelques obstacles. Ils se sont dit, ben, OK, ben, si tout le monde sait ça que lorsque l'élève est actif dans son apprentissage, au lieu d'un cours magistral, si c'est plus efficace, pourquoi qu'on ne le fait pas plus? Ben là, ils citent plusieurs obstacles et ça, c'est des chercheurs qui parlent au niveau universitaire collégial, mais je pense que ça résonne beaucoup avec les écoles secondaires et primaires parce qu'ils citent des choses comme, ben, des fois, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas le support de notre département, on a peur de ne pas tout avoir le temps de passer la matière si on fait trop d'activités en classe. Tu sais, comme le magistral, ça va vite, puis ça ne prend pas de temps, ça ne prend pas de ressources. On ne sait pas trop comment... on s'inquiète à propos de comment est-ce qu'on va se faire évaluer en tant qu'enseignant. Parce que ça, on va en parler plus tard. Les élèves, des fois, ils perçoivent leur enseignant d'une certaine manière selon son style d'enseignement. Donc, avec tout ça, ils ont commencé leur étude. Pour résumer un peu comment est-ce qu'ils ont fait leur étude, ils ont pris 2 groupes, comme j'ai dit tantôt, d'étudiants en physique. Ils les ont divisés en 2 de manière aléatoire. Ils ont fait le groupe A et le groupe B. Puis le groupe A, dans le premier cours, le groupe A a eu l'enseignement actif au sujet de l'équilibre statique. Ça, c'était le sujet du cours de physique. Puis le groupe B a eu l'enseignement passif, donc un enseignement magistral, encore une fois, exactement sur le même sujet, l'équilibre statique. Ça, c'était leur cours de physique. Puis les chercheurs ont mentionné, ils ont eu les mêmes feuilles à trous, les mêmes notes de cours, etc. Tout était pas mal identique. La seule différence, c'était que lorsque l'enseignant mettait des problèmes de physique, mathématiques à résoudre, celui qui le faisait magistral résolvait le problème devant les élèves sans trop demander leur participation, tandis que l'apprentissage actif, les élèves étaient en équipe et devaient essayer de trouver des solutions aux problèmes en équipe. Puis par la suite, la même semaine, le groupe A qui avait fait l'apprentissage actif, le cours suivant, ils ont fait l'apprentissage passif cette fois-là avec un autre enseignant à propos des fluides. Donc, ça, c'était un autre sujet de physique. Puis le groupe B qui avait fait l'apprentissage passif a fait l'apprentissage actif. Donc, on a échangé les groupes, on a fait juste pour vraiment s'assurer que nos résultats allaient être plus valides. Monsieur Diane, qu'est-ce que vous pensez de ce... C'est toi le spécialiste un peu de la méthodologie. Oui, la méthodologie. Ben, moi, je trouve que c'est un article vraiment hyper intéressant. Puis, tu sais, pour toutes les personnes qui nous écoutent, là, qui sont peut-être pas dans le milieu de la recherche, la section méthodologie n'est pas nécessairement très longue. Là, ça fait peut-être une page. Mais c'est super bien expliqué, c'est vulgarisé. Moi, je trouve que vraiment la méthodologie est très, très solide. Là, ils ont même vérifié, en fait, si les groupes étaient comparables au départ et s'assurer, parce que même si on fait un échantillon aléatoire, en fait, ça peut arriver là, que le hasard fasse drôlement des choses et puis ils sont quand même assurés que les groupes étaient comparables dès le départ, sont basés sur des tests antérieurs des étudiants et tout ça. Fait au niveau méthodologique, moi, je trouve qu'ils ont vraiment... Tu vois que c'est vraiment des gens de science, là. Le contrôle de variable, là, ils ont été très rigoureux là-dessus. Fait moi, je trouve que c'est une recherche vraiment de grande valeur là, parce que toutes les questions qui auraient pu peut-être me turlupiner d'un point de vue méthodologique, ils ont répondu dans toute la section. On voit qu'on serait capable de refaire cette expérience-là. Même en classe avec nos élèves, là, un prof du primaire ou du secondaire pourrait reproduire cette étude-là dans sa classe. Il y a tout ce qu'il faut dans l'article pour être capable de le refaire. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment très solide là, du point de vue méthodologique. Une chose qui est venue me chercher aussi, c'est quand tu expliquais toutes les influences négatives par rapport à pourquoi est-ce que les enseignants choisissent de ne pas utiliser une pédagogie active ou l'apprentissage actif. Puis, quelques petites choses qu'ils citaient, c'était que les élèves aimaient moins collaborer.
où ça semblait comme si les élèves aimaient moins collaborer. Ils n'aimaient pas être responsables de leur apprentissage non plus. Les élèves ne se sentaient pas assez qualifiés pour guider les autres élèves non plus. Puis c'est venu me chercher à cause au secondaire, c'est exactement la même chose. Quand tu enseignes de manière, quand tu encourages l'apprentissage actif versus passif, souvent c'est des réactions qu'on a en tant qu'enseignant. Puis sûrement, si vous avez déjà essayé d'enseigner de manière peut-être en apprentissage par la découverte ou vous avez utilisé d'autres pédagogies qui venaient chercher les élèves comme ça, vous avez sûrement déjà eu ces réactions-là de quelques élèves, si pas plusieurs élèves. Fait que je trouvais ça intéressant, Alex. Oui, puis c'est vraiment super intéressant de regarder les tableaux à la page 3 et 4, les figures 1 et 2, où est-ce que vraiment on montre les résultats de le test of learning. Donc, ça, on a testé les étudiants pour savoir qu'est-ce qu'ils ont appris à propos du sujet du cours, donc soit les fluides ou l'équilibre statique. Et là, on voit clairement que les élèves qui étaient actifs ont appris plus que ceux qui étaient dans le cours magistral. Mais après ça, ce qui devient super intéressant, si on regarde les questions maintenant du feeling of learning, donc de comment est-ce que tu penses que tu as appris, bien là, il y a différentes questions. J'ai apprécié ce cours-là. Ceux qui avaient été dans le cours magistral ont beaucoup plus apprécié le cours que ceux qui étaient dans le actif. Ensuite, je me sens comme si j'ai appris pendant ce cours-là. Ceux qui étaient dans le magistral pensent qu'ils ont beaucoup plus appris comparé à ceux qui étaient actifs. Ensuite, l'enseignant était très efficace dans son enseignement. Et une grande majorité des élèves qui ont assisté au cours magistral ont dit que l'enseignant était très efficace. Il faut dire aussi que les enseignants qui avaient été choisis pour faire cette étude-là, c'était des enseignants qui étaient très habitués à faire soit des cours magistrales ou soit des cours actifs. Et ils maîtrisaient bien ces... Il était bien réputé aussi, hein? C'est ça, oui. Ouais. Et finalement, je voudrais que tous mes cours de physique soient enseignés de cette manière-là. Donc, ceux qui étaient dans le cours passif, encore une fois, appréciaient beaucoup plus que ceux qui étaient dans le cours actif. Donc, vraiment, on voit là qu'il y a une grosse différence entre les élèves qui ont assisté au cours magistral par rapport à celui qui était actif. Puis, par la suite, les auteurs nous commencent à émettre quelques hypothèses sur pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les élèves qui ont assisté au cours magistral pensent qu'ils ont appris beaucoup plus? Mais dans le fond, c'est même pas vrai. On sait qu'ils ont appris moins. Puis ceux qui ont été dans le cours actif, eux autres, ils ne pensent pas qu'ils ont appris grand-chose, mais dans les faits, ils ont appris beaucoup plus. Donc, pourquoi c'est comme ça? Et là, ça devient super intéressant. Puis Martin, je pense que tu vas aimer ça. On va parler un peu de neurosciences. La première, c'est que les chercheurs disent que quand on est dans un cours magistral, on écoute un prof parler, on prend des notes, on remplit des petites lignes. C'est quand même assez facile de suivre le cours des idées, puis notre cerveau suit, puis on regarde les petits dessins qu'il fait, les calculs, on recopie des choses. Ça va bien. Mais tout le travail cognitif est fait par l'enseignant en avant. Nous, on fait juste remâcher ça et mettre ça dans notre cahier de notes. Donc, il n'y a pas une grosse... il n'y a pas une grosse effort cognitif qui est fait. Il y en a un, mais pas aussi grosse. Fait que là, on a l'impression d'apprendre parce que c'est facile. Ça va bien. Martin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, si tu me permets, l'auteur, il parle de maîtrise cognitive. En anglais, c'est cognitive fluency. Puis, je trouve ça très intéressant. Ça vient confirmer, ça m'a rassuré un peu en tant qu'enseignant à cause... j'essaie, surtout en mathématiques, j'essaie d'enseigner de manière active, un peu comme qu'on le décrit dans l'article, où est-ce qu'on donne des problèmes aux élèves, des problèmes riches, puis on essaie de les guider plutôt que les donner la réponse toute crue. Et puis, ça dépend des classes. Souvent ce que je trouve, c'est qu'on est un petit peu réticent, surtout au début en tant qu'élève. Tout ce qu'on a décrit précédemment, là, les élèves qui
qui se sentait mal à l'aise, qui aimait peut-être moins collaborer. Toutes ces choses-là, je les ai entendues en tant qu'enseignant. Puis là, tu te questionnes, tu te dis, ben, est-ce que je devrais enseigner de telle manière? Mais ce qu'on décrit dans l'article, quand on parle de maîtrise cognitive, c'est que justement, à cause que ça prend moins d'efforts cognitifs pour les élèves, lorsque moi, je décortique la matière pour eux, lorsque moi, je fais le problème au tableau pour eux autres, puisque la maîtrise cognitive est plus haute, ça veut dire que c'est plus facile pour eux autres. Mais ce qu'on sait, c'est que ça prend au moins un peu d'effort cognitif, pas trop, mais au moins un peu d'effort cognitif. Puis le plus que tu en mets jusqu'à une certaine limite, le plus que tu vas traiter l'information. Puis c'est ce traitement d'information-là, il parle de processing en anglais ici, mais quand tu traites de l'information, ça veut dire que tu dois manipuler l'information. Puis en fait, quand je réfléchis par rapport à ma pédagogie, ce que j'essaie de faire à mes élèves, c'est vraiment de manipuler l'information. C'est ça qu'on veut faire à nos élèves. Le plus on leur permet de manipuler l'information dans leur tête de différentes manières, dans différents contextes, le plus qu'on a un apprentissage profond. Fait que c'est ça qu'on est... Mais c'est déplaisant. C'est déplaisant en tant qu'élève de faire ça. Puis c'est ça qui est un petit peu... c'est un petit peu choquant en tant qu'enseignant. Tu te dis, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas ça? On sait, comme je sais que c'est mieux pour eux autres, je vois les résultats moi-même, puis ils me disent qu'ils n'aiment pas ça, surtout au début. Une fois qu'ils commencent à avoir des résultats, je trouve que ça change un peu. Ça aurait été intéressant de voir peut-être une étude à plus long terme par rapport à ça. Mais ça me rappelle tout le temps, on parle souvent de ça, on compare le monde de l'éducation au monde des sports. Puis, dans le monde des sports, on parlait de ça dans un dernier épisode quand on parlait de Carol Dweck puis le growth mindset, la mentalité de croissance, où est-ce qu'on a une mentalité de croissance presque automatiquement dans les sports. On sait que si on se pratique plus, on devient meilleur. Puis dans certaines matières, comme en mathématiques puis en sciences, des fois, c'est pas toujours le cas. On croit que notre intelligence est fixe, puis même si on se pratique beaucoup, ça ne changera pas. Je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas en mathématiques, je ne suis pas en sciences. Mais ici, c'est la même chose. Quand tu sors d'une pratique ou d'un camp d'entraînement, par exemple au hockey, puis tu t'es vraiment efforcé, tu as travaillé vraiment fort, tu t'es entraîné, c'était très difficile. Tu le sais que quand tu sors de là, tu vas être meilleur. À cause que tu t'es efforcé tellement. Mais dans le monde de l'éducation, on dirait qu'on ne voit pas l'intelligence de cette manière-là. On ne voit pas l'intelligence comme étant dynamique, surtout dans un cours de physique comme ça. On se dit, ah ben lui, il est physicien, hein? Ça vient facilement. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est le plus que tu traites l'information, le plus que tu deviens meilleur avec cette information-là. Fait que c'est ça que j'ai trouvé intéressant ici, Alex. Oui. Éric, quelque chose à ajouter? Ben, moi, je trouve que c'est des résultats qui sont super importants pour autant pour les élèves que les profs. Là, c'est ce que je disais tantôt, mais je trouve que ça vient un peu, comme disait Martin, ça vient mettre un peu de baume sur nos plaies. C'est-à-dire que quand tu essaies d'innover, tu essaies des choses différentes, souvent, c'est le résultat que tu vas avoir. C'est-à-dire que les étudiants vont être en réaction. Ils vont dire non, je ne veux pas. Là. Tu m'amènes en quelque part où je ne veux pas aller. Là, parce que le contrat didactique est rompu. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le contrat. Moi, je suis posé avant en classe, je m'assois. Toi, tu donnes ton cours. Moi, je prends des notes, je fais les exercices. Tu me donnes un examen. C'est les mêmes questions que tu m'as présentées dans les exercices. Puis j'ai une note correcte. Puis c'est comme ça que ça marche. J'étudie le soir d'avant aussi. J'étudie la dernière minute, c'est ça. Ouais. J'ai souvent eu cette réaction-là avec mes élèves. En début d'année, là, j'y allais avec la pédagogie par projet, puis je les mettais en action. Puis les élèves me disaient, ouais, mais monsieur, là, pourquoi c'est moi, il faut tout qu'ils fassent ça? Là? Toi, tu es payé pour enseigner, enseigne-nous. Ben, c'est ça que je fais, mais je le fais différemment sans même que tu t'en aperçoives. Comme ils ont cette perception-là qui viennent à l'école pour nous voir enseigner. T'sais.
Puis il y a encore beaucoup d'enseignants qui ont aussi cette perception-là que les élèves viennent à l'école pour les voir travailler, pour les voir enseigner. Puis Alex, as-tu trouvé que comme au fur... que je l'ai trouvé avec certaines classes, d'autres classes, c'était plus difficile, mais est-ce que tu as trouvé qu'au fur et à mesure que tu avançais dans l'année, on se sentait plus à l'aise, peut-être on voyait plus les résultats de cette approche-là? Absolument, absolument. À la fin de l'année, là, avec mes groupes, je pouvais leur lancer n'importe quel défi, puis ils embarquaient là-dedans, puis ils partaient, puis ils avaient des idées, puis ils étaient vraiment engagés. On avait du fun. Mais il y a eu un learning curve. Là. Ça a pris un bon moment avant que, premièrement, qu'ils s'installent une relation de confiance, qu'ils se rendent compte que, OK, on sait ce qui s'en va, on a une idée de ce qu'il veut faire avec nous autres. Là. Puis on va en parler tantôt, justement, vers la fin des choses à faire au début, si on veut se lancer dans la pédagogie active avec ses élèves. Mais je trouvais ça intéressant. Donc, une des premières hypothèses sur pourquoi est-ce que la perception d'apprentissage est moins élevée chez les élèves actifs, on disait que c'est ça. Quand tu es dans un cours magistral, tu as toujours l'impression d'apprendre plus parce que tu travailles moins fort. Ton cerveau travaille pas aussi fort. Puis ça m'a rappelé, quand tu parlais tantôt, Martin, quand je faisais mes études en histoire, dans les séminaires, dans les cours de séminaire en histoire, il fallait lire des documents historiques, des fois, des documents de 1700 quelque chose, écrits à la plume en vieux français. Puis là, le prof nous donnait une dizaine de pages de ça à lire pour le prochain cours. Puis c'était tellement difficile à lire parce que c'était une calligraphie très ancienne. Juste à cause que la calligraphie était difficile à lire, ça faisait en sorte que on connaissait le texte beaucoup plus parce que c'était tellement difficile de lire ce texte-là que notre cerveau travaillait plus fort. Fait que veut pas, c'était un apprentissage qui devenait plus en profondeur par la force des choses. Donc, tu sais, des fois, ça peut être des petites choses comme ça, tu sais, comme là, je ne vous dis pas de rendre vos textes pas clairs ou de rendre vos explications pas claires, mais de faire en sorte que les étudiants ne soient pas toujours trop confortables, dans le fond. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Parce qu'un cours magistral, tout le monde est confortable, ça va bien. On a juste à suivre. Une des choses qui m'a sauté aux yeux aussi en même temps, c'est que même des enseignants magistrales qui étaient pas si bons, qui se perdaient un peu dans leurs mots, qui trébuchaient dans leurs mots, puis qui n'étaient pas très plaisants à écouter, étaient perçus comme étant moins bons, évidemment, en tant que pédagogue, mais ils transmettaient autant la matière, des fois même plus, à cause que les élèves, s'il y avait un accent, c'était plus difficile à comprendre. Les élèves s'efforçaient un petit peu plus à traiter l'information. Est-ce que c'est vraiment tel mot que l'enseignant a dit? Non, ça ne peut pas être ce mot-là, ça ne fait pas de sens dans cette phrase-là. Fait que ça doit être tel mot. Fait que justement, là, tu es en train de traiter davantage l'information. Puis même si l'élève se sent plus négativement par rapport à ça, il apprend peut-être même plus, il retient peut-être même un petit peu plus l'information. Il y a des limites, évidemment. Oui. Ouais, Éric, moi, je grimace un peu depuis tantôt parce que dans l'article dont il est question ici, en fait, il y a vraiment clairement en fait des grosses différences entre l'enseignement magistral, classique. Après, parce que moi, j'en ai eu des profs aussi qui étaient pas très bons communicateurs, puis ça devenait, il y avait une perte d'intérêt dans le groupe aussi, là, parce que c'était vraiment pénible. Puis finalement, tout le monde se mettait à off et puis disait, bon, écoute, donne-nous des pages dans le livre, on va lire. Puis... mais par contre, dans la recherche, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'accent est mis quand on dit une pédagogie plus active, c'est-à-dire justement résolution de problèmes, on fait participer les étudiants, on leur demande de travailler en équipe pour résoudre une tâche. Il y a vraiment quelque chose de didactique derrière ce qu'on appelle l'apprentissage actif. Ce n'est pas juste un slogan, mais on demande vraiment aux étudiants, en gros, en physique, en plus, c'est faire la résolution de problèmes, quoi. Puis, moi, les résultats ne m'étonnent pas. C'est-à-dire que quand tu demandes aux étudiants de faire un effort de plus, de rompre ce dont je parlais tantôt, le contrat didactique, là, tu leur dis, tu ne vas pas juste t'asseoir et écouter, il va falloir que tu fasses des choses.
ça les rend effectivement, ils n'aiment pas ça. Là. Puis, Martin, tu as raison sur, quand tu disais tantôt, tu sais, c'est un cours universitaire, c'était sur 15 semaines. Il faudra voir aussi à plus long terme, parce que entre ce que vous dites, c'est-à-dire que quand vous faites avec vos étudiants, vous adoptez une pédagogie davantage justement de résolution de problèmes, de projets, etc., les choses finissent par se replacer. Dans leur cas, eux autres, ça ne s'est pas replacé. Parce que la perception des étudiants, elle est restée négative. On a moins appris. On a l'impression que les erreurs qu'on a faites, il n'y a personne qui les a corrigées. Ils disent ça dans le texte. Mm-hmm. Et c'est une perception qu'ils ont parce que les résultats, ils témoignent exactement du contraire. C'est-à-dire que ces étudiants-là ont plus appris. Mais ils ont la perception d'avoir moins appris que ceux qui avaient suivi le cours magistral. Fait que, là, il y a le facteur temps. Puis tu as raison, je pense qu'il faudrait allonger le temps. Il faudrait qu'ils recommencent en fait cette expérience-là sur une plus longue période pour voir si avec le temps, justement, les étudiants ont tendance à acheter en fait ce type de pédagogie-là. Ce qu'on vient de faire, là, Eric, ce que tu viens de proposer, c'est un pont de la salle de classe à la recherche. Là. On vient de parler de notre pratico-pratique, puis là, on vient de créer une nouvelle hypothèse ou une nouvelle question, justement, pour la recherche future. Ben oui, puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le discours que vous tenez, Kip, vous êtes dans la salle de classe. Je vous connais, je sais un peu ce que vous faites, là, vous me racontez ce que vous faites, puis ça va dans cette direction-là, c'est-à-dire les étudiants ne sont pas passifs, leur demander vraiment d'aller dans des niveaux cognitifs supérieurs. C'est ça que vous faites. Et ce que vous dites est un peu contraire aux résultats de la recherche. La différence entre les deux, le seul facteur qu'on voit, en tout cas présentement, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que vous avez vos étudiants sur 10 mois, donc vous avez le temps d'instaurer en fait un niveau de confiance, vous avez le temps d'instaurer votre pédagogie. Je pense que la relation de confiance, elle est extrêmement importante dans un devis comme celui-là. C'est sûr que sur 15 semaines, tu n'as pas le temps d'établir un lien affectif avec tes étudiants. 15 semaines, 2 fois par semaine. Nous autres, un semestre au secondaire, c'est 20 semaines. Mais j'y vois tous les jours 75 minutes. Fait que c'est ça. L'opportunité est beaucoup plus présente. Oui, ouais, puis vous les voyez ailleurs, dans les activités parascolaires, vous les voyez dans la communauté de l'école aussi. Il y a des liens qui se développent aussi à l'extérieur de la salle de classe. Donc, je trouve ça intéressant. Ça serait vraiment quelque chose à explorer pour voir si c'est juste cette variable-là ou s'il y en a certainement plein d'autres. Mais ça serait certainement intéressant. Alex, tu as mentionné la première raison. Oui. Voulais-tu continuer avec la deuxième raison? Bien, juste avant, je vais juste mentionner que lorsque les auteurs expliquent la première raison, on a comparé, on était voir dans les réponses, on a interviewé des étudiants, puis on a comparé leurs réponses. Tous les étudiants ou la grande majorité des étudiants qui pensaient que le prof était, comment on dirait ça, highly fluent. Comment tu dirais ça? C'est comme qui était très... Qui maîtrisait son enseignement, la matière, qui parlait de manière... Ouais. Il enseignait de manière efficace. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc ça, c'était plutôt l'enseignement magistral, où est-ce que le prof avait comme un bon flow, puis c'était un bon enseignant. Bien, ces élèves-là rapportaient un plus gros feeling of learning. Donc, ils pensaient qu'ils avaient appris plus à cause que le prof était intéressant. Donc, dans le fond, les chercheurs nous disent que ce n'est pas vraiment le fait d'avoir la pédagogie active ou passive qui fait que tu penses que tu apprends plus. C'est plus le prof lui-même. Quand le prof est intéressant à suivre, tu penses que tu apprends plus, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, pour arriver à la deuxième raison maintenant, la deuxième hypothèse, c'était que les étudiants qui sont des débutants dans le sujet, parce que je vous avais dit au début que c'était un cours d'introduction à la physique, donc on pourrait penser que c'est des étudiants de première année en physique à Harvard, puis c'était pas un cours spécialisé, c'est un cours de physique assez général qu'on nous a dit dans l'étude. Bien, ceux qui sont assez débutants dans un sujet n'ont pas la métacognition pour juger du montant d'apprentissage qui a été fait dans un cours. Donc,
quand tu n'en connais pas assez, ben, c'est le unknown unknown. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu ne sais pas. Donc, c'est un peu ça qu'ils nous disent. Éric, est-ce que tu vois ça dans ta recherche puis dans tes cours un peu à l'université? Ah, ouais. Moi, je fais beaucoup de ponts avec, justement, avec ce qui se passe à l'intérieur de mes cours. Je faisais le cours en évaluation des apprentissages aux futurs profs, donc aux futurs profs du secondaire. Et puis, moi, c'est vraiment des résultats que je trouve qui me parlent, là, c'est-à-dire que c'est vrai que les étudiants vont dire, par exemple, que on veut avoir plus de théorie. Mais quand tu leur donnes plus de théorie, ils disent oui, mais on veut plus de pratique. Tu veux plus de pratique, ils disent oui, mais on veut plus de théorie. Est-ce que c'est les étudiants qui sont chialeux? Non. Je pense que c'est juste que plus le cours avance, plus ils s'aperçoivent que oh my God, ça va être plus compliqué que je pensais d'évaluer mes élèves. Parce que, justement, comme tu dis, Alex, tant et si longtemps que tu n'es pas dans un cours où tu apprends des choses, tu ne sais pas que ça existe, donc ça ne te préoccupe pas. Mais quand tu es dans un cours, puis là, tu commences à explorer des choses, et là, il y a tout un pan de mur là, qui s'ouvre en avant de toi, tu dis oh, c'est tout ça. Puis là, tu enlèves une brique, puis tu t'aperçois qu'il y a un autre mur en arrière, puis un autre mur, puis un autre mur, puis un autre mur. Là, tu dis écoute, on s'en sortira jamais. Donc, je pense qu'effectivement, dans leur cas, c'est un petit peu ce qu'ils ont. Je pense que leur hypothèse est très plausible. C'est-à-dire que les étudiants qui arrivent complètement green, là, qui avaient très peu de base en physique, en fait, réagissent un peu différemment de ceux qui arrivaient déjà. Aussi, c'est à Harvard, il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus n'importe où. Là. Donc, ça fait partie aussi probablement des limites là, de la recherche, c'est-à-dire que c'est quand même une clientèle qui est sélectionnée. Là. Donc, ça prend en considération. Si je ne me trompe pas, Eric, je ne sais pas si tu connais le nom de cet effet-là. C'est l'effet Dunning-Kruger. Oui. J'avais déjà vu ça. Fait que c'est comme un genre une parabole où est-ce que quand tu commences dans un certain sujet, tu penses que c'est extrêmement... Tu te sens très confiant dans le sujet. Puis c'est souvent ça qu'on voit lorsqu'on entend même certains parents dans le domaine de l'éducation, évaluer, c'est très facile, etc. Mais le plus que tu avances dans dans le sujet, le plus que ta confiance commence à diminuer à cause que tu réalises justement que, oh my God, je m'y connais pas du tout. Il y a tellement de choses que je ne connais pas. Puis là, lorsque tu deviens un expert, ta confiance remonte, mais elle ne remonte pas aussi haut que où est-ce qu'elle était quand tu as débuté. Fait que ça, je trouve ça excessivement intéressant à cause justement, ça vient parler de la confiance avec laquelle on parle de certaines choses. Ne veut pas nécessairement dire que c'est la réalité de la chose. Fait que je trouvais ça intéressant, ça aussi. Et en fait, plus loin, les auteurs nous disent que quand tu n'as pas assez de connaissances dans le sujet, tu n'es pas vraiment bon à juger de tes apprentissages. Puis c'est pour ça que tu vas utiliser des facteurs qui sont peut-être pas reliés. Donc, on disait que les débutants dans le sujet, au lieu de mesurer leur apprentissage, ils se disaient « Ah, ben moi, j'étais avec un prof super intéressant. Fait que je dois avoir appris quelque chose vu que le prof est intéressant. » Mais dans le fond, ça n'a peut-être pas rapport. Là, donc, c'est ça qu'on se disait. Donc, on avait tendance à joindre un peu ces deux facteurs-là ensemble quand il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Moi, ce qui me tracasse un peu, c'est une des lignes qui mentionne qu'un tiers des enseignants qui essayent des méthodes actives d'enseignement retournent à leurs méthodes plus passives par la suite. À cause que, justement, on a cette réticence-là au niveau des élèves, on se sent peut-être moins confiant là-dedans aussi. On se sent moins à l'aise. On sent que nos élèves aiment moins notre cours. Fait qu'on retourne à notre façon d'être avant, plus magistrale. Puis pour moi, ça met de l'emphase sur notre raison d'être en tant que groupe des ingénieurs pédagogiques à cause, justement, si on a cette compréhension-là que ce genre de pédagogie-ci est plus efficace, bien, on va persévérer à travers ces moments plus difficiles-là pour aller se rendre à la 20e semaine de
semestre ou à la fin de l'année, puis on va voir les résultats avec nos élèves, puis là, les élèves ils vont avoir une réalisation ou peut-être pas, mais peut-être certains. Puis justement, on va être plus intentionnel dans notre pédagogie, puis ça va stimuler peut-être un petit peu plus notre persévérance à ce niveau-là. Fait que je trouvais ça me tracasse un peu. Mais il y a des facteurs externes. Tu sais, si on se met dans le contexte universitaire ou collégial, où est-ce que les élèves remplissent le fameux petit sondage de appréciation, évaluation du prof, ben, Éric, tu pourras nous en parler. Quand tu es un prof à l'université, je pense que tu veux, jusqu'à un certain point, te faire apprécier de tes élèves parce que tu ne veux pas avoir des mauvaises évaluations, parce que ça peut avoir un impact sur ta carrière. Fait que si tu fais des cours où est-ce que les élèves sont en action et qu'eux, ils ont l'impression de ne pas apprendre, puis ils ont l'impression que le prof, il ne fait pas sa job parce que lui, il devrait être en train d'être en avant, nous donner des notes au tableau, il y a peut-être des dangers pour ta carrière. Éric, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est un peu le commentaire que j'allais formuler, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'est une étude qui est faite dans un contexte universitaire ou encore aux États-Unis, c'est encore pire qu'ici, c'est-à-dire que souvent les salaires, en fait, sont déterminés en fonction de sorte d'évaluation de rendement de la part des profs. Là. Donc, c'est certain que c'est un effet pervers de l'évaluation de l'enseignement, c'est-à-dire que ça peut breaker, en fait, l'innovation. Parce que, comme je disais tantôt, au début, tu vas générer de l'incompétence. Ce n'est pas de l'incompétence gratuite, c'est de l'incompétence due au fait que tu veux bien faire les choses, tu veux t'approprier des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, et puis, bon, forcément, il y a une courbe d'apprentissage aussi pour le prof. Mais moi, je suis tellement d'accord avec toi, puis je pense que c'est une des dérives, on pourra reparler probablement dans un autre épisode, là, mais c'est une dérive des systèmes d'éducation. J'inclus le primaire, secondaire, tous les ordres d'enseignement dans le même paquet. Là. Mais je trouve que ça, c'est le genre d'études que je pourrais très facilement envoyer à mon doyen, par exemple. Il trouverait que mes évaluations sont un peu moins bonnes en justifiant le fait que je pourrais avoir des meilleures évaluations, mais j'ai juste à donner des cours théoriques. J'ai juste à donner ce que les étudiants veulent avoir sur le moment, sans me préoccuper de ce qu'ils vont avoir besoin quand ils vont commencer à enseigner. Donc, dans leur cas à eux, donc l'équipe de chercheurs dont il est question ici, je pense que il y avait aussi cette préoccupation-là, c'est-à-dire que des étudiants qui vont poursuivre en physique, bon, ça va. Il y en a plein d'autres aussi qui viennent de maths, de bio, donc qui vont suivre un cours comme ça, mais qui vont aller faire autre chose. Donc, qu'est-ce qui va leur rester à eux après le cours? De toute évidence, moi, j'aurais préféré dans le groupe actif, même si j'avais eu la désagréable sensation que c'était douloureux, là. Mais s'il reste des apprentissages qui sont plus durables, je pense que c'est socialement plus important que de se ramasser avec des vox pop où la moitié des gens disent que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou le contraire, là, ils ne savent pas trop. Là. Donc, puis, je pense que dans les écoles primaires, secondaires, on n'a pas l'évaluation des élèves comme on l'a à l'université, mais on a toujours les parents qui peuvent venir nous rôder au-dessus, puis le parent prend le téléphone, appelle la direction, puis il dit le prof n'arrête pas de donner des projets, là. Pourquoi ils ne font pas des pages de grammaire dans le manuel? Pourquoi ils ne vont pas dans le manuel plus? Parce que là, mon enfant, il n'aime pas ça faire des projets, là. Ben, ça se peut. Si tu as une direction qui ne se tient pas debout, ça se peut qu'ils viennent te voir et te disent ouais, ben là, il faudrait que tu fasses plus de travail dans le manuel. Là. Fait qu'on s'en sort pas, tu sais. Tu vois, ton exemple est tout à fait à propos parce que, tu vois, c'est la même situation avec des intervenants différents, mais la finalité est la même. C'est-à-dire que c'est le même problème. Il y a une pression qui est sur les épaules des profs, justement, qui veulent faire les choses autrement. Ça ne veut pas dire faire les choses autrement pour le plaisir de faire les choses autrement, c'est faire les choses autrement avec un rationnel, avec une théorie derrière tout ça. C'est ce qu'on essaie de prôner dans notre groupe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste changer pour faire donner l'illusion que ça va être meilleur avec ce qu'on propose, mais c'est que c'est basé sur des résultats de recherche, puis il y a des études qui montrent qu'il y a certaines choses qui sont plus importantes que d'autres, qui sont plus efficaces que d'autres. On veut tabler sur ces éléments-là. Puis, je vais te laisser poursuivre, Alex, mais il donne quelques exemples, en fait, là,
stratégies pour des profs qui voudraient justement adopter ce style un apprentissage plus actif. Et puis, je trouve que ça fait partie des forces aussi de ce papier-là. Donc, on voit qu'ils ont déjà l'esprit des ingénieux. Ouais. Oui, parce qu'il y a une grosse section où est-ce qu'ils font justement des ponts avec qu'est-ce qu'on peut faire en classe. Juste avant, je veux juste vous mentionner la troisième hypothèse qu'ils avaient faite, c'était que les enseignants qui ne sont pas familiers avec l'apprentissage actif dans des classes à l'université apprécient pas l'effort cognitif que ça leur demande. Donc, c'est sûr que tu n'aimes pas ça, être actif dans ton cours à l'université parce que tu n'es pas assez habitué. Donc, tu prends ce que tu apprends moins de cette manière-là. Puis pour justement faire un lien avec ça, les auteurs proposent plusieurs solutions justement pour qu'il y ait un, comme on dirait en anglais, un buy-in de la part des élèves, pour que les élèves veulent comme acheter ce que tu essaies de leur vendre, qui veulent te suivre là-dedans, pour qu'ils s'engagent puis qu'ils réalisent les bénéfices que l'apprentissage actif a pour eux autres. Donc, ils proposaient premièrement présenter les valeurs de quand tu travailles plus fort, que tu rencontres des difficultés, bien, leur expliquer qu'il y a plus d'activités cognitives qui se passent dans ton cerveau, donc tu risques fort d'apprendre plus. Donc, les difficultés sont souvent synonymes d'apprentissage puis d'apprentissage en profondeur. Donc, de les rendre un petit peu plus confortables devant les difficultés, au lieu que ce soit de la frustration. Martin, qu'est-ce que tu en penses? Ben justement, je pense que le plus qu'on descend vers l'élémentaire, puis même, en fait, même au secondaire, là, le plus qu'on doit morceler ce concept-là. Fait que tu parles de la valeur de cet apprentissage-là ou de persévérer à travers cette difficulté-là. Mais si tu rends l'activité trop longue, ou si c'est pendant toute une semaine que tu fais cette activité-là, tu dis « Hey, travailler fort, ça va vraiment porter fruit à la fin de la semaine. » Mais des élèves de 5e, 4e année, peut-être qu'ils ne vont pas persévérer jusqu'à la fin de la semaine. Moi, je pense à mes élèves de 12e année qui, certains, ne vont même pas persévérer à travers une semaine si je leur demande de garder cet effort cognitif-là à travers la semaine, puis pas de commencer à chialer, etc. Fait que vraiment, de morceler cette tâche-là, je pense que c'est un astérix à cause qu'ils ont la perspective universitaire. Si on l'apporte au secondaire puis au primaire, je pense que ça peut être avantageux pour nous autres, là. Oui. Puis c'est ça, je pense que les auteurs, ils disent clairement qu'il faut, en début de semestre, enseigner à nos élèves ce concept-là. Je vais vous demander d'être actif dans votre apprentissage. Voici pourquoi. Voici les bénéfices. Voici les bienfaits. Voici votre rôle en tant qu'apprenant. Voici mon rôle en tant qu'enseignant. Puis ce qu'il disait, c'est que l'enseignant, il va être là pour, premièrement, les préparer à cet apprentissage actif-là, mais aussi pendant l'apprentissage actif, on joue le rôle d'un coach. Okay? Martin, tu nous en as déjà parlé. Quand tu fais de l'apprentissage actif dans ton cours de maths 9e appliqué avec des élèves qui ont un petit peu plus de difficultés, bien, les élèves travaillent sur un problème de mathématiques pendant un cours, juste un. Mais après ça, toi, tu passes, tu les questionnes, tu réponds à leurs questions, mais tu ne réponds pas vraiment à leurs questions, dans le fond. Parce que... Souvent, je pose plus de questions lorsqu'ils me posent des questions. Ça dépend de l'élève. On joue tout le temps avec la zone de développement proximal. C'est tout le temps, tu veux pas que ça soit trop difficile, tu veux pas que ça soit trop facile, tu veux qu'ils soient engagés. Fait que on appelle ça la zone de Goldilocks, là. Fait que tu veux vraiment les garder dans cette zone, ce sweet spot-là, cette zone-là où est-ce que sont assez engagés, puis ils sont pas désespérés. Puis avec ça, j'ai appris certaines stratégies où est-ce que tu peux poser des questions puis les faire réfléchir un petit peu plus. À cause d'eux autres, ils cherchent le chemin le plus facile, là, avec le moins de résistance. C'est normal, je pense que c'est la nature humaine.
Puis en fait, je pense que c'est un peu ce que l'article dit, là, c'est qu'ils vont tout le temps tendre vers là, puis c'est déplaisant d'aller dans un autre chemin qui a un petit peu plus de résistance, mais éventuellement, je pense qu'ils apprennent à apprécier cette stratégie-là. Ouais. Donc, ça, c'était un premier pont. Donc, promouvoir, expliquer que l'effort cognitif additionnel est plus efficace pour l'apprentissage de profondeur. Donc, ça, faut que tout le monde parte sur les mêmes bases en début d'année. Ensuite, il suggère aussi que très tôt, donner des tests, des mini-tests, des quiz aux élèves pour que l'élève réalise ses progrès. Donc là, il fait de l'apprentissage actif, que ce soit de la recherche en histoire ou en géo ou un projet ou peu importe. Puis il fait faire un petit test, un petit quiz pour lui montrer, hey, regarde, tu travailles depuis une semaine, là, mais regarde tout ce que tu as appris. Là. Donc, ça va favoriser justement que l'élève va peut-être s'engager plus dans le processus. Autre chose qu'on propose, c'est d'encourager l'élève à travailler fort pendant les activités en leur rappelant l'importance des difficultés dans l'apprentissage. Donc, encore une fois, ça vient faire des liens avec ce qu'on parlait dans un épisode passé avec la mentalité de croissance, encourager l'effort, encourager la persévérance, parce qu'il y a des bienfaits sur le cerveau, sur la cognition, sur l'apprentissage. Oui, puis je pense, en fait, on peut peut-être revenir sur des mots, des concepts qu'on a abordés dans d'autres épisodes, mais toute la question de l'erreur et l'obstacle en didactique. Là. Donc, c'est assez rigolo parce que, bon, la didactique est très, très mal vue aux États-Unis. Hein. Le terme didactique, là, ça ne passe pas du tout. Ils sont plus dans les approches plus pédagogiques, alors que la didactique est beaucoup plus européenne, française en particulier. Donc, c'est assez drôle parce que, dans le fond, c'est de ça dont il parle dans le texte. Et ça, on n'a jamais le nommé. Mais c'est toute la question d'expliquer, tantôt on parlait du rôle, là, d'expliquer aux élèves, aux étudiants comment ça va se passer. Ben, c'est d'expliquer aux étudiants que le rôle du prof va changer aussi. Là. Je ne serai plus un transmetteur de connaissances, je vais être un accompagnateur, je vais être un guide, je vais être une ressource pour vous autres dans le cadre de votre résolution de problème. Ça change complètement le rapport. Si tu ne l'expliques pas aux étudiants, eux, ils s'attendent à ce que tu sois le prof, donc tu vas être le transmetteur d'informations. Donc, c'est le contrat didactique. En fait, il faut renégocier le contrat avec les étudiants. Il faut dire, bon, le contrat a changé, il faut s'entendre maintenant sur la nature de ce nouveau contrat-là. Puis l'erreur, l'obstacle didactique, ça fait partie du contrat. Parce que les étudiants, c'est ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire, mais toi, tu es là pour répondre à mes questions. Tu es là pour, si j'ai une difficulté, tu règles ma difficulté. Ben oui, mais pas directement comme ça. Je suis là pour t'accompagner à surmonter ta difficulté. Donc, c'est ce que tu fais, Martin, quand tu dis je réponds aux questions, mais je ne réponds pas. C'est ça que tu fais. C'est plutôt que ce qui serait facile, ce serait de dire je te donne la réponse, mais on n'en parle plus, puis je passe à un autre appel. Mais tu sais très bien que ça, c'est totalement c'est inutile de faire ça. Ça va à l'encontre de l'apprentissage. Ben, si ton travail, c'est de trouver le type d'erreur que rencontre l'élève, puis de l'accompagner pour surmonter cette difficulté-là. Mais il faut que ça vienne de lui. Il faut que ce soit lui qui surmonte son erreur. Ce n'est pas le prof qui va faire ça. Ben, donc, puis pour reprendre l'analogie sportive qu'on a déjà faite, le coach, il va te montrer une technique, que ce soit au hockey ou au soccer, pour botter le ballon. Il va te montrer la technique, mais c'est toi, il faut qu'il la fasse, là, tu sais. Parce que rendu dans le match, là, le coach ne va pas venir botter le ballon à ta place à cause que tu n'es pas capable. C'est toi, il faut que tu sois capable de le faire. Donc, en salle de classe, c'est la même chose. On n'est pas là pour le faire à leur place. On est là pour les accompagner, pour les amener à ce qu'ils arrivent à le faire. Puis souvent, on oublie ça, surtout en mathématiques, en physique, en chimie, même en biologie. Étant prof de sciences maths, là, souvent, on va faire les problèmes pour les élèves. On va traiter l'information pour eux. Comme tu dis, Alex, OK, on peut montrer le botté, mais on ne va pas le faire en match. Bien, on peut traiter l'information en avant d'eux. Je peux faire un problème mathématique pour mes élèves, mais durant l'évaluation ou même plus tard dans leur vie, quand ils vont avoir besoin d'utiliser ça, je ne vais pas être là pour traiter l'information pour eux. Donc, ils doivent savoir comment justement naviguer cet inconfort-là
puis traiter l'information sans trop déborder dans leur charge cognitive, puis là, éventuellement, persévérer, puis là, ça va devenir de plus en plus facile pour eux autres. Il en parle dans le texte, hein? Je n'ai pas l'endroit exact, là, mais il y a un extrait où il parle des superstars de la pédagogie. Là. Tu sais, Ouais. les profs qui sont vraiment super bons, qui donnent un show. Là. Et Dieu sait qu'en sciences, il peut en avoir qui sont vraiment très bons. Mhm. Tu sais, ils vont faire des démonstrations, c'est spectaculaire, on va mélanger des produits chimiques, il va y avoir des réactions très particulières devant les. Sauf que, bon, OK, mais qu'est-ce que les étudiants vont retenir de tout ça? À part le fait que ça a été un bon spectacle, qu'on s'est amusé, que ça a été agréable, qu'on a vu de la boucane, là. Mais c'est pas ça qu'on veut qu'ils retiennent. Ce qu'on veut qu'ils retiennent, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la réaction, pourquoi c'est passé comme ça. Alors que là, c'est là qui est le. Ça rejoint un petit peu tantôt quand je grimaçais, Martin, là, l'idée euh, d'aller vraiment sur l'essentiel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certains enseignants qui. Et ça peut se comprendre, hein, parce que c'est très valorisant. Je veux dire, on donne un show, tous les étudiants nous regardent. C'est sûr que ça flatte l'ego, là. Mais la question à se poser, c'est le titre d'ailleurs d'un livre très bien connu. Moi, j'enseigne, mais est-ce qu'eux apprennent? Mhm. Hein? Donc, moi, je fais mon show, mais ils vont retenir quoi du show? Peut-être pas grand-chose. Mais... Ça flatte l'ego, excuse-moi, ça flatte l'ego, mais on pense aussi réellement que les élèves apprennent mieux. Puis c'est ça qui est dangereux, je pense. Je veux dire, comme quand tu penses que les élèves apprennent mieux quand quand ils apprécient ton show que tu donnes, mais qui n'apprennent pas en réalité mieux, c'est là que ça devient dangereux. Donc, c'est de là un peu notre intention en tant qu'ingénieur pédagogique, c'est de mettre un petit peu le spotlight sur ce concept-là, puis là, qu'on soit plus intentionné dans notre pratique pédagogique. Là. Excuse-moi, Alex, je t'ai coupé la parole. Non, c'est beau. Ben, ce que tu disais, Eric, c'est vrai. Puis je me reconnais là-dedans parce que au début, quand j'enseignais mes cours d'histoire, écoute, j'enseignais mon cours d'histoire 8e année, là, puis c'était ça. C'était un show. Puis écoute, moi, j'ai travaillé 4 ans comme guide touristique au Parlement d'Ottawa. Fait que je connaissais la Confédération, puis j'en avais des histoires. Puis j'avais un show. Là, puis un moment donné, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis dit, ouais, là, je travaille super fort, puis c'est le fun, là, mais c'est moi qui travaille, là, puis les autres, ils vont rien. Okay? Puis, ils apprennent pas tant. Ils aiment ça, mon cours. Ils adorent mon cours d'histoire, mais ils apprennent pas grand-chose. Fait que j'ai changé mon approche, puis je les ai fait travailler un petit peu plus. Ils n'ont pas aimé ça, mais je pense que ça a été plus efficace pour eux autres, en tout cas. Puis ça n'empêche pas aussi, moi, vous connaissez un peu une position là-dessus, là, je suis les solutions toutes faites et puis d'aller dans une seule direction, je suis assez allergique à ce genre de proposition-là. Mais tu vois, Alex, regarde, si tu en as donné un, parce que ça va arriver aussi, tu vois, des bouts de matière où là, tu vas devenir la ressource principale, tu sens que tout le monde a besoin d'avoir un cours théorique, c'est le temps de le donner à ce moment-là. Ouais. Il y a un besoin de la part des étudiants. Et là, à ce moment-là, là, on peut se faire plaisir en quelque sorte, tu vois. Ça fait partie aussi du métier d'enseignant aussi. Les bons profs qu'on va se souvenir, souvent avaient cette caractéristique-là. C'était des passionnés. C'était des gens qui, écoute, quand ils nous parlaient, on écoutait parce que on trouvait ça, c'était intéressant ce qu'ils disaient. Ils savaient de quoi ils parlaient. Fait que faut aussi garder cet aspect-là des choses, là, cette qualité-là, je dirais, mais sans que ça soit le point central, ce soit un outil parmi tant d'autres. Ça, c'est une des forces que j'ai, que je peux utiliser à différents moments, quand c'est le temps, mais pas en abuser parce qu'on sait que ça a ses limites aussi. Ouais. Est-ce qu'on a des derniers points avant qu'on clôt? Non, ben les auteurs finissaient l'article en disant que faudrait peut-être repenser le poids qu'on donne à l'évaluation des enseignants par les élèves. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir un excellent prof qui met ses élèves en action. Il ne sera peut-être pas apprécié de ses élèves, même si ses élèves apprennent beaucoup. Donc, c'est un danger, surtout dans le monde universitaire. Puis dans quelques mesures dans le monde primaire, secondaire aussi. Fantastique. Dernière pensée, Eric? Moi, j'ai noté quelques trucs que je voulais partager avec vous autres. D'abord, il faut être persistant. Ça, vous deux, vous l'avez compris. Vous savez que si les étudiants, au départ, sont un peu
récalcitrants, il faut poursuivre, il faut leur expliquer, il faut établir une relation de confiance et tout ça. Mais je pense plus à mes collègues qui sont à l'université, il faut persister, même si les étudiants trouvent que c'est parfois un peu désagréable. L'autre aspect aussi que moi j'ai retenu, qui n'est pas dans l'article, mais ça m'a fait penser à l'idée d'avoir un travail d'équipe. Si juste un prof travaille dans cette direction-là, ça va être beaucoup plus difficile que s'il y a une équipe de profs qui décide, qui embarque, qui se tiennent aussi. Ce qui fait que c'est plus cohérent aussi pour les étudiants parce qu'ils voient que la façon de travailler dans un cours aussi est partagée. Alex, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Oui. Tu me fais penser, Eric, tu dis travail d'équipe, puis moi, je pourrais voir un pont dans les écoles primaires, secondaires. Rendre les élèves en action, c'est une très belle occasion d'avoir des projets justement interdisciplinaires avec le prof de maths, sciences, français. Si on travaille en interdisciplinarité, on les met en action, écoute, là, on commence à avancer. Là. Mm-hmm. Puis de partir ce projet-là avec plusieurs enseignants, ça peut être rassurant. Moi, je sais qu'en début de carrière, toi, tu étais là, Alex, puis je venais te voir dans ta classe enseigner. Puis je me sentais beaucoup plus à l'aise en tant qu'enseignant dans ma salle de classe quand je savais que Alex faisait ça en 8e année. Puis là, moi, je les avais en 9e année. Je pouvais continuer un peu ça. Puis on pouvait jaser. Ah, ça, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Ça a super bien fonctionné. Fait que ça me donnait, je pense que ça stimulait un petit peu mon sentiment d'appartenance aussi. Puis je me sentais plus à l'aise, là, dans le fond. Deux derniers points très rapides. Autre aspect. Appuyer la direction. Je pense qu'on en a parlé un petit peu, Alex, mais je veux dire, il faut accepter aussi qu'il risque d'y avoir de la grogne au début. Donc, si à la première personne qui se plaint, on fait un pas en arrière, on n'avancera jamais. Puis l'autre chose aussi, l'autre aspect, puis tu en as parlé, Alexandre, c'est diffuser les résultats aux étudiants. Il faut leur expliquer, il faut leur dire. Moi, c'est un article que je vais utiliser dans mon cours. Je pense que dans les premiers cours, je vais leur montrer ces résultats-là. Je vais leur dire, regardez, ça vient ajouter une preuve, une évidence dans ce que moi, j'essaye de faire avec les étudiants, c'est-à-dire que une pédagogie d'inconfort, là, parce que je les mets tout de suite dans une situation authentique, comme s'ils étaient pour être prof, comme s'il y avait à évaluer les étudiants. Je pense que ça risque de m'aider puis d'aider les étudiants aussi. De dire, OK, c'est peut-être normal que je me sente inconfortable. C'est peut-être normal que j'aime pas ça, ce qui se passe là. J'aime pas ça, mais ça va se placer, puis en quelque sorte, c'est pour le bien de mes apprentissages. Fantastique. Bien, je pense qu'avec ces dernières pensées-là, je pense qu'on peut terminer cette émission-ci. Je pense que c'était un excellent article, Alex. Merci beaucoup. Je pense que ça va directement dans la même direction qu'on veut. Le message qu'on veut donner à notre auditoire, c'est vraiment qu'on peut prendre de la recherche, puis on peut l'appliquer directement et indirectement. Puis celle-ci est un petit peu plus peut-être philosophique, mais pas vraiment. Et elle s'applique quand même assez directement, mais c'est quand même super intéressant. Ça change peut-être un peu notre mentalité, puis c'est directement en ligne avec notre intention de créer des ponts entre la recherche et la pratique. Donc, avant de terminer l'émission, professeur Dionne, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Tous les réseaux sociaux, Prof Dionne, donc Facebook, surtout Facebook et Twitter. Et puis, il y a un site web qui est maintenant en ligne qui s'appelle profdionne.ca, donc dans lequel il va y avoir toutes sortes de choses associées à l'évaluation, puis des liens aussi vers le site des ingénieurs pédagogiques. Fantastique. Monsieur Audet? Oui, sur Twitter, @profaudet, A-U-D-E-T. Et sur Instagram, même chose. Sur Facebook, Alexandre Audet. N'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des suggestions d'articles qu'on devrait voir, on adorerait ça, avoir votre rétroaction par rapport à ça. Ça serait super intéressant. Oui, puis moi, c'est Martin Parent, surtout sur Twitter, mais le site web est en construction des ingénieurs pédagogiques aussi, qui va être montré à l'écran aussi. Et puis, sur Twitter, c'est @monsieur_parent. Et puis, justement, juste dire si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, ça serait le fun, même éventuellement, d'avoir une émission juste réponse aux questions ou peut-être même nous autres, on peut aller faire de la recherche sur des articles pour répondre aux questions aussi.
Fait que sur ça, j'aimerais vous remercier d'être à l'écoute, puis on se voit prochainement. Salut!